شكرا للأستاذ سيد جليل العدناني على هذا العرض القيم الذي يوثق علميا لمغربية الصحراء سواء بخرائط أو بوثائق التي أدلى بها. وأعطي الكلمة للأستاذ محمد الناصري ليعقب. مساء الخير. Jalil Adnani vient de présenter un travail qui est déjà fait, rédigé, explicité. Et très souvent, les chercheurs apportent les résultats de leurs recherches sans jamais dire dans quelles conditions cela a été acquis, quelles étaient les circonstances qui ont permis, en fait, à cette recherche d'aboutir. Je voudrais personnellement aborder cet aspect-là, qui est à mon avis extrêmement important parce qu'il a une relation avec notre évolution générale à l'égard de la recherche et à l'égard de l'université. Alors, ce livre est le résultat d'une recherche à partir des archives coloniales. Et il est intéressant de dire que Jalil Adnani, pendant des années, a dû fréquenter 5 centres de recherche, 3 en France, Nantes, La Courneuve, Aix-en-Provence, un au Mali, à Bamako, et l'autre à Dakar, au Sénégal. Par conséquent, c'est un effort individuel, sans aide étatique ou universitaire, qui lui a permis de parvenir au résultat qu'il vous a présenté tout à l'heure. Je crois que cet effort a été récompensé puisque la diffusion du livre est une diffusion exceptionnelle. Il en est à la 3e édition et probablement dans les années à venir, il sera amené encore à faire une 4e, peut-être une 5e, parce que l'une des caractéristiques de Jalil Adnani, c'est sa capacité de rebondir. C'est son envie d'aller plus loin, d'expliciter et de chercher dans les archives les moyens de sa démonstration objective. Alors, une autre caractéristique, quels sont les milieux qui sont intéressés à ce travail? Alors, c'est une chose inhabituelle au Maroc, le ministère des Affaires étrangères, qui a commencé le premier à envoyer aux différentes ambassades du Maroc ce livre pour les éclairer, parce que la défense de nos ambassadeurs était une défense circonscrite essentiellement aux aspects qui sont les aspects politiques. Il y a eu, chose nouvelle aussi, l'intérêt manifesté par les cadres de l'armée. Tous les cadres de l'armée maintenant, ils ont ce livre entre les mains et ils savent de quoi ils retournent en matière d'évolution historique du pays. Cet intérêt s'est étendu également aux ambassades existant ici au Maroc. Il s'agit donc, à partir de cette étude
du passé historique du pays remontant jusqu'au XIXe siècle, il y a une question importante qui se pose. Cette question est de savoir si le livre de l'Adnani n'est pas venu trop tard pour servir d'argument documenté en faveur de l'intégrité territoriale. Pour répondre à cette question, une rétrospective, un retour sur les circonstances de la gestion du dossier du Sahara est nécessaire. Alors, la défense du Maroc à La Haye était d'ordre diplomatique, juridique, excluant du fait le recours à l'histoire. Le refus implicite du chef de gouvernement, Ahmed Ousmane, de considérer cet aspect à la suite d'une mission que nous avons faite en Côte d'Ivoire, mission pour répondre à l'invitation justement de la Côte d'Ivoire pour un séminaire organisé entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sur la décolonisation au Maghreb. Alors les Algériens voulaient, c'était 1975, essayer de tâter le pouls et ils ont demandé l'intermédiaire des gens de la Côte d'Ivoire pour organiser ce colloque. Nous sommes partis en nombre de 7 personnes de la faculté des lettres, la faculté de droit, pour défendre le point de vue du Maroc. Alors les Algériens ont interdit à leurs universitaires de venir. Et ce sont 2 diplomates qui nous ont fait face. Et lors d'une question qui a été posée par un Ivoirien à l'ambassadeur de l'Algérie, lui disant « Écoutez, je ne comprends pas pourquoi l'Algérie s'oppose à ce moment-là à la réunion entre la Libye et la Tunisie. » Et l'ambassadeur d'Algérie a dit « Nous ne voulons aucun changement, aussi bien sur nos frontières orientales que sur nos frontières occidentales. » Le message était clair. Et par conséquent, à notre retour, il y a un rapport qui a été présenté à la présidence du Conseil en la personne de Zninet, et on lui a proposé la mobilisation des universitaires pour défendre la cause nationale. Eh bien, il n'y a jamais eu de réponse. Cette conviction était alors partagée entre des gens aussi bien venant de l'État que de l'opposition. Et personnellement, j'avais assisté à une réunion concernant cette affaire avec l'ambassadeur de la France. Et quand j'ai soulevé la nécessité de voir quelle a été l'histoire du Maroc depuis le XIXe siècle, eh bien, on m'a interrompu en me disant « Écoutez, l'histoire n'en parle pas. On parle essentiellement de problèmes qui sont des problèmes juridiques. » Eh bien, depuis, évidemment, le problème du Sahara a pris le cours que vous connaissez. Et maintenant, la question, à mon avis, qui se pose, c'est pourquoi le retour à l'histoire maintenant? Est-ce une volonté politique ou simplement les retombées d'une recherche académique entreprise par Gilali Adnani et par
d'autres chercheurs. Dans quelles circonstances de vie et d'études Jalal Adnani s'est orienté vers les recherches dans les archives coloniales, comme il l'indique. Son parcours, depuis l'enfance, est une clé d'explication de son engagement dans les recherches d'archives sur le Sahara. Jalali était âgé de 10 ans à la date de la Marche verte, en 1975. Il a participé, avec ses moyens, à fournir l'eau à boire aux participants à la Marche verte, qui sont passés par la gare de Sidi Yahia sur le chemin vers le Sahara, vers la marche. Enfin, il a été impressionné, me raconte-t-il, par ces foules qui traversent la petite ville de Sidi Yahia, la ville de sa résidence, et donc il a été très fortement marqué par cet événement. Pendant son adolescence et sa première jeunesse, il s'est familiarisé avec les noms des tribus sahariennes. En effet, son père était associé en tant que commerçant des Sahariens, venu d'une fraction de Oulad Dlim, les Skarna, qui ont rejoint l'Ergibat, qui avait des relations à ce moment-là extrêmement, enfin les Skarna, avec Dlimi. Fort donc de cet appui politique, les Skarna sont parvenus à éliminer le père, enfin du circuit commercial, le père de Jalal Adnani. Et ça a été un choc émotionnel du fait des difficultés d'existence vécues alors par sa famille. Alors, malgré ces circonstances difficiles et ces conditions d'existence précaires, il a pu avoir son baccalauréat et il est parti en France pour des études africaines. Des circonstances favorables lui ont permis de connaître de très grands noms de la recherche française sur l'Afrique, notamment le professeur Jean-Louis Triot, qui a fait une remarquable thèse sur la Senoussia en Libye. Et il a été engagé à faire une thèse sur la Tijaniya. Par conséquent, son intérêt pour la Sahara a commencé par le biais religieux. C'est au cours donc de ses recherches sur cette confrérie qu'il a rencontré la politique française en Afrique et ses ambitions coloniales au détriment du Maroc. Jalali a donc élargi son champ de vision, allant d'une thèse qui a eu d'ailleurs d'énormes succès dans les milieux de la recherche sur les confréries, à concevoir la nécessité d'élargir son champ de vision pour essayer de répondre en quelque sorte à quelque chose qui se pose fondamentalement pour l'évolution du pays. Alors, est-ce que ce retour à l'histoire est le fait uniquement d'entreprises individuelles à but académique, ou bien a-t-il été impulsé par des institutions étatiques? En effet, il faut mentionner la création de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, dont le directeur est le professeur Qabli, et l'ex-agence de développement du province du Sud, où Cheikh Ahmed Haji était à sa tête. Eh bien, le résultat de cet engagement de deux institutions aussi importantes, c'est qu'il y a eu
non seulement la prise en considération du travail de Jalal Adnani par Sir Ahmed Haji et puis l'Agence de développement des provinces du Sud, mais il y a eu, à partir de l'action de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, des travaux qui sont des travaux extrêmement importants. Alors, le premier travail de Khalid bin Skhir, c'est un professeur à l'université Mohammed V, c'est-à-dire à la faculté des lettres. Alors, Khalid bin Skhir a réalisé 2 recherches importantes. Et ces recherches ont été publiées en 2013. Et ce sont des publications de l'Institut royal de recherche sur l'histoire du Maroc. Alors, le premier, كتاب الأول بالعربية عالج فيه وضعية واحات التخوم وحدود المغرب الشرقية من 1800 إلى 1903. الكتاب الثاني بالإنجليزية يحمل نفس العنوان، ولكن الكتاب الأول اعتمد على أرشيف طوريس ومديرية الوثائق الملكية، أما الثاني فعل أرشيف بريطاني. إذن هناك كذلك منشور آخر، وهو الكتاب الذي صدر سنة 2019 الذي ألفه الحسين بوزينب حول الثغور المغربية المحتلة في الوثائق والكتابات الإسبانية. Par conséquent, il y a eu en fait une couverture de l'ensemble des archives importantes concernant notre pays. Pour l'Agence de développement des provinces du Sud, Sir Ahmed Haji a été à l'origine d'une grande œuvre sur le Sahara marocain, faite par un anthropologue spécialiste du Sahara, qui est Pierre Bonte. Ce livre, malheureusement, vraiment, il a fait une couverture absolument remarquable sur ce qui s'est passé dans le Sahara depuis 1975 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il a abordé tous les aspects, aussi bien l'évolution tribale, l'urbanisation, les réalisations du Maroc dans le Sahara, les transformations démographiques, etc., etc. Mais ce livre est en déshérence. Alors, quelle est la cause de cet abandon d'un travail aussi important? Eh bien, simplement, il y a eu remplacement de Sir Ahmed Haji par un ingénieur qui ne connaissait strictement rien ni au Sahara ni à la culture, et il a dit: mon travail, ce n'est pas de continuer à publier des livres, moi je vais faire du développement. Et il a transféré ce travail de 550 pages qui s'appelle, parce que c'est là, le Sahara sous gouvernance marocaine, identité et changement. Eh bien, ce travail a été transmis au ministère de l'Intérieur et il se trouve quelque part dont personne ne peut déterminer l'emplacement. Alors, voilà que cet instrument, pourquoi il est important? Parce que Pierre Bonte était favorable au Polisario tout à fait au début
ses recherches sur le Sahara. Mais en homme scientifique, quand il est venu chercher des renseignements à l'agence, c'est Ahmed Haji, dont Ahmed Haji était directeur, Ahmed Haji a eu l'intelligence de lui dire, écoutez, vous êtes un anthropologue, vous êtes quelqu'un qui va sur le terrain, qui remarque les réalités, qui fait ses enquêtes en toute liberté. Vous avez 2 ans et vous avez les moyens, un réseau de gens qu'elle connaît, vous pouvez aller interroger n'importe qui de votre choix, mais vous avez les moyens de le faire. Eh bien, voilà, il a remis le manuscrit, mais malheureusement, le Maroc ne peut pas en profiter. Merci.